suis très heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce MOOC sur le statut juridique de l'entreprise. Depuis le démarrage de cette formation, nous avons étudié la démarche entrepreneuriale en présentant les différents leviers d'action nécessaires à la construction du projet. Quelle que soit votre ambition, si votre idée rencontre son marché, vous allez devoir développer votre entreprise sur de nombreux aspects. Nous avons parlé précédemment du financement nécessaire ainsi que de l'équipe à constituer pour répondre à la demande de vos clients. Cependant, votre entreprise va aussi grandir structurellement. Créer une entreprise, c'est, dans la plupart des cas, créer une entité indépendante de vous. De nouveaux acteurs vont partager cette propriété avec vous au fur et à mesure des années. En effet, de la même manière que si vous achetiez un terrain vierge à plusieurs, vous allez devoir le diviser afin d'être chacun propriétaire d'une partie définie de l'ensemble. Nous avons étudié dans le premier chapitre l'importance de l'équipe entrepreneuriale. Il s'agit souvent de la première étape du découpage de cette propriété. Si vous avez bien suivi les différents modules, vous savez aussi que lors d'entrée d'investisseurs, ce découpage va à nouveau se multiplier. Enfin, imaginons que vous restiez seul propriétaire de votre entreprise. Même dans ce cas, un découpage se fera, a priori à terme, entre vos héritiers. Votre statut juridique évoluera dans tous les cas. Cependant, plus vous anticiperez votre développement, plus les transitions seront simplifiées. Sachez qu'il est tout à fait possible en France de créer votre entreprise en nom propre. Il vous suffira pour cela de déclarer votre activité au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés. Nous verrons dans ce MOOC que cette méthode peut comporter des risques selon votre activité. En effet, le choix du statut juridique de votre entreprise aura une influence sur la protection de vos biens personnels ainsi que sur votre patrimoine. C'est pourquoi il est impératif de se poser les bonnes questions avant de faire un choix. Mon objectif, c'est de vous aider à préparer et accompagner le partage de la propriété et des risques liés à la création d'entreprise. Avec notre expert, Maître Arnaud Clerc, nous allons étudier les statuts les plus utilisés en suivant le parcours d'Augustin Neuve-Église, fondateur de New Church Conseil. Avant de démarrer cette formation, il me semble important de rappeler que vous ne pouvez pas exercer une activité indépendante sans avoir de statut juridique. Par contre, vous pouvez exercer une activité en nom propre ou en société. Nous ne parlerons pas dans ce MOOC du statut associatif qui est très différent. La différence entre les deux statuts est assez simple. Créer une entreprise en nom propre, c'est porter la responsabilité de l'activité vous-même en tant que personne physique. Créer une société, c'est dégager cette responsabilité à ce que l'on appelle une personne morale. C'est en quelque sorte une entité virtuelle qui existe juridiquement. Dans les deux cas, vous serez ce que l'on appelle un porteur de projet tant que vous n'aurez pas constitué votre entreprise. Cela veut dire que vous ne pourrez pas établir de contrat, facturer ou même recruter. De la même manière, si vous commencez à développer votre service et que cela engendre des coûts, vous devrez aussi apporter ces investissements en capital lors de la création. Cela s'appelle un apport en nature et il est parfois difficile de bien l'évaluer. Tout cela pour vous dire que dès que votre projet vous semblera abouti sur le papier, il faudra déclarer rapidement votre activité pour passer à l'action. Sachez qu'il est possible de créer son entreprise de nombreuses manières au démarrage de l'activité. Par souci de simplicité administrative et de coût, de nombreux entrepreneurs sont tentés par le statut d'entreprise individuelle. Ce statut vous permet d'exercer en faisant une simple déclaration au répertoire des métiers pour les artisans ou au registre du commerce et des sociétés pour les autres. Si vous optez pour ce statut, vous représenterez vous-même votre entreprise, ce qui veut dire que votre patrimoine est indissocié de celui de votre activité. Je vous conseille donc de bien évaluer les risques potentiels liés à votre activité. Vous serez personnellement responsable des dettes engendrées par l'entreprise et vos biens personnels ne seront donc pas protégés. Par défaut, seule votre résidence principale sera hors de danger depuis la loi Macron de 2015. Un statut intermédiaire existe pour les entrepreneurs souhaitant rester sous la forme individuelle, l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Il permet, comme en société, de dissocier son patrimoine professionnel et personnel. Pour rappel, le statut d'entreprise individuelle est le statut le plus utilisé en France. Cependant, dès que votre projet comporte un risque, je vous conseille de passer sous un statut de société. En effet, les statuts principaux ont tous un capital minimum de 1 € et des procédures de déclaration simplifiées. Il n'y a donc plus de raison sérieuse de ne pas y souscrire.
L'un des moyens les plus simples pour tester votre projet est de le démarrer sous le statut de micro-entrepreneur, anciennement auto-entrepreneur. D'ailleurs, une simple déclaration sur le site de l'auto-entrepreneur.fr vous permettra de démarrer la commercialisation de votre projet. Ce statut a été initialement créé pour 2 raisons majeures. Avoir une activité secondaire en plus de son emploi ou de sa retraite et permettre aux entrepreneurs de lancer une activité qui aura une ambition plus grande par la suite. Grâce à lui, vous pourrez facturer vos premiers clients. Bien sûr, ce statut n'est pas durable. Tout d'abord, car il n'offre aucun statut à vos éventuels associés, mais aussi parce que le chiffre d'affaires est plafonné. Vous ne pourrez pas excéder 82 800 € pour une activité commerciale ou 33 100 € pour une activité de service. Ces seuils sont valables pour les années 2017, 2018 et 2019. Ces seuils vous paraissent peut-être importants, mais vous verrez qu'ils arrivent très vite. C'est pourquoi il faut très rapidement anticiper votre développement. L'entrepreneur que je vais vous présenter est passé par plusieurs statuts, de la micro-entreprise à la SASU. Rejoignons Augustin. Bonjour Augustin. Bonjour Céline. Vous avez fait le choix de la micro-entreprise. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors la micro-entreprise, c'était pour me tester et commencer mon aventure d'entrepreneur. J'étais au chômage, en recherche d'emploi, et j'ai senti en moi l'envie d'entreprendre, mais il y avait beaucoup de statuts, de paperasse, de choses à faire. Et au niveau des statuts, il y avait beaucoup de choix, et j'ai décidé de choisir le statut le plus simple et le plus rapide, qui est donc la micro-entreprise. C'est très simple pour se déclarer micro-entrepreneur. Et moi, ça m'a permis de me lancer, de voir si c'était fait pour moi l'entrepreneuriat, de sentir le marché et puis d'aviser. Donc ça a bien fonctionné, j'ai eu quelques clients, tout s'est bien passé et au bout d'un moment, j'ai dépassé les seuils. Donc il a fallu... De quel seuil parlez-vous ? Alors le seuil de la micro-entreprise où pour mon cas je fais du conseil, donc du service, et le seuil de 33 000 ou 34 000 € a été dépassé. Donc j'ai dû passer la seconde et trouver un statut qui me correspondait en tant qu'entrepreneur individuel, mais qui me permettait d'avoir de l'ambition au niveau du chiffre d'affaires. Et donc j'ai choisi de créer une autre entité, une SASU. Et j'ai été conseillé, accompagné, mais c'est néanmoins très simple pour créer cette entreprise, cette SASU. Merci Augustin. On se retrouve tout à l'heure, vous nous en direz un peu plus sur cette évolution. Nous allons donc maintenant aborder avec notre expert les statuts de société. Comme je vous l'ai indiqué, une société est ce que l'on appelle une personne morale. Cela veut dire que vous allez créer une entité juridique indépendante à laquelle vous allez faire un apport. Cet apport peut être fait en numéraire, à partir de 1 € en SARL et SAS, en nature avec par exemple du matériel informatique ou un site internet, ou en industrie avec la valorisation d'un savoir-faire. Votre responsabilité sera, à partir du moment où vous avez créé la société, limitée à vos apports. Ce qui veut dire que vous ne serez pas engagé sur vos biens personnels. La première décision que vous allez devoir prendre sera votre statut juridique. Cette question revient régulièrement lors de nos différentes interventions auprès d'entrepreneurs. Quelles sont les différences entre une société divisée en parts sociales, la SARL ou l'EURL, et les sociétés par action, les SAS ou la SASU. Pour rappel, l'EURL et la SASU sont identiques à la SARL ou la SAS, sauf qu'elles permettent d'avoir un actionnaire unique. Afin d'éclaircir ce point, je vous propose de rejoindre notre expert juridique, Maître Arnaud Clerc, associé du cabinet Lafarge. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous éclairer sur les différents statuts ? Les statuts d'entreprise sont multiples et tout dépend un peu des objectifs de chacun. Soit vous avez l'entreprise individuelle, vous êtes seul, facile à créer, peu de charges sociales, mais il faut faire attention, vous êtes responsable sur vos deniers en cas de faillite de la structure. C'est pour ça que généralement vous avez des entreprises individuelles à responsabilité, EIRL, EURL, qui sont peut-être un tout petit peu plus compliqué à créer, mais vraiment tout est simplifié aujourd'hui. Et vous avez ainsi la possibilité seule de constituer votre entreprise et d'être avec des charges sociales assez raisonnables. Après, vous avez une autre structure, ce sont les entreprises où vous êtes plusieurs associés.
Aujourd'hui, ce qui est plébiscité, c'est la SAS, Société par Action Simplifiée, excessivement simple à créer, et surtout, ce sont les statuts qui règlent les règles du jeu, qui fixent les règles du jeu entre les associés. Après, vous avez deux autres structures assez classiques, la société anonyme, mais il faut être au moins 7 associés, donc c'est déjà une structure plus importante. Et vous avez également la fameuse SARL, où là, vous pouvez avoir différents associés, mais qui est d'une certaine manière avec des structures juridiques un peu plus encadrées que la SAS, qui est généralement la structure la plus utilisée dès que nous sommes plusieurs associés. Surtout, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on peut changer de structure au fil du temps et au fil de l'évolution de l'entreprise. Merci Arnaud. Et que pensez-vous justement des statuts que l'on peut télécharger sur Internet ? Ça peut être utile pour déjà savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'un statut sur Internet ou offert par Internet ou du moins de société. Mais toujours pareil, il faut être excessivement vigilant parce que les statuts seront les règles du jeu entre les associés à l'avenir. Et en cela, il faut peut-être prendre malgré tout conseil. Ce n'est pas toujours un coût très élevé, mais ça peut permettre dès l'origine de partir sur des très bonnes bases. Donc les statuts sur Internet, pourquoi pas pour prendre une première connaissance de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, mais par la suite, quand il faut aller devant le tribunal de commerce pour déposer ces statuts, un conseil est toujours plus utile et rassurant. Et que pensez-vous du pacte des actionnaires ? Là aussi, c'est important. C'est un élément important car il faut y réfléchir peut-être dès l'origine. Le pacte des actionnaires, ce sont en réalité les règles du jeu entre les actionnaires, entre les associés, pour savoir notamment comment vont être répartis les bénéfices de l'entreprise. Car chacun a parfois dans l'entreprise des rôles différents, une importance différente, et la répartition du capital n'est pas toujours la répartition des bénéfices à la fin. Donc il faut y réfléchir, en tout cas souvent au départ, parce que lorsque les difficultés naissent, si le pacte d'actionnaires n'existe pas, les choses sont beaucoup plus compliquées. Maître Arnaud Clerc, peut-être un dernier point de vigilance ? Oui, bien sûr. Le nom de l'entreprise, le nom de la marque que vous allez créer, il faut quand même s'assurer qu'elle est libre de droit. Il suffit d'aller sur le site de l'INPI pour s'assurer que la société, le nom choisi de la marque ou de l'entreprise peut être utilisé. Et puis, un autre conseil, c'est qu'il faut au moins s'assurer que le nom de domaine sur Internet est toujours libre. Et il suffit d'aller là encore protéger son nom très rapidement dès la création de l'entreprise. Merci beaucoup, Maître. C'est moi. Vous êtes maintenant plus éclairé sur les différents statuts. À vous de choisir le statut le plus adapté par rapport à votre activité, mais surtout par la manière dont se structure son capital et votre ambition. Par exemple, si vous souhaitez passer un jour de SARL en SAS dans le cadre d'une levée de fonds, les coûts de transformation risquent d'être importants. C'est pourquoi il vaut mieux anticiper ce type de croissance et créer directement votre entreprise sous le bon statut. Je vous propose maintenant de retourner voir notre entrepreneur afin de comprendre la manière dont il a structuré juridiquement son parcours. Augustin, vous êtes donc passé de micro-entreprise à SASU. Avez-vous été accompagné pour ce changement ? Alors oui, mais j'ai aussi effectué des recherches personnelles dans mon entourage, sur Internet, Oui. dans mes groupes d'entrepreneurs auxquels j'appartiens. J'ai au final opté pour être accompagné par une start-up qui s'appelle Legal Start. Je les ai trouvés de très bons conseils pour un prix et un package abordable. Et donc j'ai été accompagné par leurs avocats et par cette start-up. Concrètement, ça marche comment, Legal Start ? Alors, il y a une partie gratuite où ils proposent des modèles de contrats, des modèles de statut et un peu de conseils. Et il y a une partie payante où ils proposent de faire les choses pour vous, et notamment la paperasse et gérer le greffe, ce que j'ai choisi parce que ça me convenait. Alors, micro-entreprise, SASU, quelle est la suite ? L'avenir me le dira, mais si l'activité grossit ou se diversifie, peut-être qu'un associé peut être envisagé. Dans ce cas-là, il faudra que je change de statut. Je pense que je me retournerai vers Legal Start pour leurs conseils ou un autre avocat ou autre force de conseil. Et du coup, vous passeriez de SASU à… Je pense SAS. Mais en fonction de l'activité et des statuts, peut-être qu'on me conseillera autre chose, mais je sais où trouver conseil. Pensez au pacte d'actionnaires. Absolument. Merci Augustin.
Je ne peux évidemment pas conclure ce chapitre sans vous parler des grandes étapes administratives nécessaires à l'obtention de votre CABIS. Le CABIS, c'est un peu comme la carte d'identité de votre entreprise. Il justifie de l'existence de votre structure et vous serez officiellement entrepreneur. La première étape sera donc de choisir votre statut juridique. Vous êtes maintenant bien informé sur le sujet et vous êtes en capacité de faire votre choix. Une fois que vous aurez pris votre décision, vous pourrez rédiger vos statuts et, si vous choisissez le statut de SAS, votre pacte d'actionnaire. Ces documents prêts, il vous faudra rédiger ce que l'on appelle une annonce légale. Il s'agit d'une annonce qui sera publiée dans un journal papier et qui témoignera de la création de votre entreprise. Vous y indiquerez les informations principales sur votre entreprise, comme le nom du gérant ou du président, le siège social ou le capital. Le coût d'une annonce légale varie autour de 150 € selon le journal que vous choisissez. Vous trouverez de nombreux modèles en ligne. Il faudra en parallèle ouvrir un compte bancaire provisoire sur lequel vous placerez votre capital. Enfin, vous pourrez vous rendre au centre de formalité des entreprises afin de déposer votre dossier. Vous y remplirez un formulaire et vous y joindrez les pièces justificatives ainsi que le règlement des frais d'enregistrement, les frais de greffe. Vous pouvez déposer directement votre dossier au greffe du tribunal de commerce. Cependant, le passage par le CFE vous permettra d'obtenir un conseil sur la constitution de votre dossier pour un coût minime de 60 €. Comme vous pouvez le constater, la procédure de création d'entreprise est moins lourde que ce que l'on perçoit à première vue. Le plus important sera de bien veiller à la manière dont vous rédigez vos statuts, afin de ne pas avoir de difficultés avec vos associés par la suite. Vous voici maintenant plus éclairé sur la manière de constituer juridiquement votre entreprise. Et si vous avez bien suivi ce MOOC, vous avez compris que le plus important est de tenter d'anticiper au mieux les différentes étapes du développement de votre projet. En effet, rappelez-vous que le statut de votre entreprise a pour objectif de vous protéger et de régir les relations entre vous et vos associés. Ces relations ne sont pas les mêmes pour les associés actifs, tels que les fondateurs, ou passifs, comme les investisseurs. C'est pourquoi il est parfois important de compléter les simples statuts par un pacte d'actionnaires bien ficelé. Enfin, rappelez-vous que même si votre responsabilité est limitée à vos apports en société, vous êtes tout de même responsable légalement de vos actions en tant que dirigeant. Parfois, votre responsabilité s'étend aussi aux dettes bancaires de l'entreprise. En cas de prêt bancaire pour l'entreprise, il n'est pas rare qu'une caution personnelle soit demandée. Renseignez-vous bien sur les garanties des prêts bancaires proposés par certaines organisations. En effet, la banque aura besoin de sécuriser son prêt. Elle prendra parfois une part de risque, mais pas dans la totalité. BPI France et d'autres organismes comme la CIAGI proposent de cautionner une partie de vos prêts bancaires afin de sécuriser la banque. Généralement, les cautions sont de 30 à 70% selon les profils de votre entreprise. Ensuite, une négociation s'entamera avec votre banque sur la partie restante. Je conclurai donc ce module par un rappel de la notion de risque maîtrisé. Rappelez-vous bien que l'objectif de l'entrepreneur est toujours d'anticiper au maximum les différents niveaux de risque et qu'il lui est nécessaire de s'armer de filets de sécurité afin d'oser aller toujours plus loin. Dans notre prochain module, nous aborderons la notion qui me semble être la plus fondamentale pour la bonne réussite de l'entrepreneur, sa capacité à s'entourer. Nous sommes en France très bien structurés en termes d'accompagnement de l'entrepreneur. Cependant, il est parfois complexe de s'y retrouver. Nous allons donc décrypter les différents acteurs et leurs actions ensemble. À très vite.